Donc, pattern guy. Et donc, sur JavaScript, je précise parce qu'en fait, je veux parler d'Angular parce que je m'attendais pas à ce que JavaScript soit facile à faire. Je trouvais que ça serait quelque chose de chiant et pas évident et tout. Et en fait, avec Angular, j'ai trouvé que c'était simple pour quelqu'un comme moi qui n'aimait pas le langage et qui n'y connaissait pas grand-chose. Ok. Et donc voilà. Déjà, pour aller plus loin, on va parler d'Angular. Peut-être que tout le monde n'en a pas fait, donc je vais faire une première slide pour juste préciser de quoi il s'agit. Angular, c'est un framework web. Et quand je parle de framework web, c'est que je m'attends à un outil qui va me permettre de faire du templating. Son templating doit pouvoir mettre un bout de code, des expressions JavaScript sur ma page, dans mes vues. Et le framework va être en mesure de les évaluer. Ce qu'on fait quand on fait du PHP ou du Java, il y a un moment où on met des bouts de scriptlet et le framework arrive à le faire. Ensuite, j'attends de mon framework qu'il puisse faire du routage pour moi. Et je vais avoir des URL, il faudrait qu'il puisse évaluer et faire correspondre une vue à ces URL. Angular, c'est un framework pur JavaScript. Ça signifie qu'il va s'exécuter entièrement dans le navigateur et que mes contrôleurs, mon modèle, seront entièrement JavaScript. C'est quelque chose d'important parce que quand on pense à un framework web JavaScript, on se dit il y aura toujours des contrôleurs PHP ou Java derrière. Et en fait, tout sera en JavaScript. Et enfin, il a la particularité d'être dans une tendance, aujourd'hui, c'est les single page applications. C'est que au chargement la première fois, le serveur va me renvoyer une première vue et après, il ne me renverra plus rien. J'aurai juste à remplacer des bouts de morceaux de cette vue. Quand on fait de façon classique une page PHP ou Java, on rappelle le serveur à chaque fois pour récupérer la vue en entièreté. Voilà. Donc, quel sera le planning de cette soirée? Déjà, on va voir une première application Angular pour mettre les choses au clair, pour discuter. Ça sera l'occasion de faire un point parce que moi, je vais présenter les choses de la façon dont je le vois et peut-être que d'autres personnes ne le voient pas pareil. Et est-ce qu'après ça, on comprend ce que c'est que Angular avant d'aller plus loin. Et ensuite, on verra ce qui me semble l'apport le plus important de Angular, c'est les directives. Les directives, en deux mots, c'est une manière qu'Angular d'étendre le DOM. Je veux dire le langage HTML. Une fois cette partie comprise, nous allons passer aux vues, au scope et au data binding. En gros, dans le modèle MVC d'Angular, le scope va représenter, on le verra plus loin, ça va représenter le modèle dans la plupart des cas. Et enfin, on verra la structure du code avec Angular. Angular, cette manière de vous amener à structurer votre code, il ne s'agit pas de faire un grand JavaScript qui contient tout, mais de l'organiser d'une certaine manière qu'il puisse être facilement maintenable et lisible. Et enfin, quand j'ai un framework web ou quand j'ai une couche IHM, j'attends à ce que ma couche IHM puisse dialoguer avec mon backend. Peu importe la nature du backend, que ce soit un web service ou que j'ai une base de données ou quelque chose derrière. Ce qui est sûr, à un moment donné, je dois dialoguer avec un service externe. Ça peut être, par exemple, effectuer un paiement, je sais pas, n'importe quoi. Je dois dialoguer avec un backend. Et donc, on va voir la façon de faire ces appels asynchrones à ce backend. Et nous verrons également par la suite l'ingestion de dépendance avec Angular. Pour des gens qui font du Java, et je peux parler à chaque fois, faire une référence à Java parce que c'est mon langage de base, mais on est habitué à ce qu'il y a à avoir de l'ingestion de dépendance avec Spring ou avec CDI. Et Angular va nous permettre de rester dans cette même logique. À chaque fois, nous verrons qu'il y a des factories un peu partout qui nous permettent de construire un objet sans avoir à comprendre forcément toute la complexité qu'il y a derrière. Ça sera le cas tout à l'heure pour les contrôleurs ou pour d'autres types d'objets. Et enfin, j'ai fait un dernier point qui est en fait un fourre-tout où je parle des points à surveiller. Il s'agit en fait je vais faire un rappel de ce qui pourrait être de bonnes pratiques ou des limites, de ce qui me semblait des limitations d'Angular. Et aussi, ça sera l'occasion peut-être pour des gens qui en ont fait de dire
en fait, leur ressenti. Parce que personnellement, je ne l'ai pas utilisé sur une application grand public. C'était pour du back-office. Donc, on a peu d'utilisateurs, on n'a pas des problématiques de charge. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu ces problématiques-là. On pourra échanger. OK. Donc déjà, pourquoi je voudrais avoir un framework web pur JavaScript quand je peux avoir je sais pas, un framework Java ou autre chose. Quelle que soit dès lors qu'on veut faire du web, je pense qu'il y a trois façons de faire. Soit on a un framework web qui est purement dans un langage serveur, en guillemets, j'entends pas serveur, quelque chose qui ne s'exécute pas dans le navigateur. Donc c'est le cas avec Strut ou JSF de base sans la partie JavaScript. Et le problème dans cette manière de faire, c'est que on sait que je vais resoumettre à chaque fois ma page et que je n'aurai pas la même qualité, la même expérience utilisateur que j'aurai avec un outil purement front. Je peux aussi décider d'avoir un langage qui ne s'exécute que dans le navigateur. C'est le cas de tout ce qui est Flash et tout ça. On a des clients riches, on a de belles interfaces, mais la contrepartie, c'est qu'on doit installer un navigateur. Problème, l'utilisateur ne voudra pas souvent le faire, il n'y pensera pas, et en fait, ça crée plein de problèmes. Ce qu'on fait le plus souvent, c'est de mélanger le langage serveur avec du JavaScript. Et c'est pas mal, ça fonctionne. De toute façon, la plupart des applications sont aujourd'hui faites comme ça. Le problème avec cette façon de faire, c'est qu'on se retrouve avec du code qui est dispersé en deux langages. Et quel que soit le langage que vous faites, quelle que soit l'application, le code sera plus souvent lu que écrit. Finalement, le temps qu'on passe à écrire par rapport au temps qu'on va passer à maintenir est plus long. Si on a deux langages, ça veut dire qu'il faut deux compétences et que la lecture sera moins facile. Et qu'on aura à un moment ou à l'autre de la duplication de code. Et enfin, la façon d'Angular, c'est de dire finalement, on fait tout en JavaScript. Je dis la façon d'Angular, mais en fait c'est entre guillemets. Angular n'oblige pas à tout faire en JavaScript. Je le dis un peu par abus de langage parce que dans la façon dont je le fais sur mon application actuelle, c'est ce qui a été choisi. Mais nous verrons par la suite qu'Angular est un bon voisin, il est tout à fait possible de faire cohabiter le bout de code Angular dans une application existante. Et enfin, un dernier point sur un dog qui a évolué. On a au départ mélangé le code JavaScript avec le HTML, et puis à un moment donné, on a vu que c'était pas bien, qu'il fallait séparer les métiers. Et après, il y a eu le dictat jQuery qui consiste en fait à dire que j'aurai une vue qui soit totalement agnostique du comportement et que je pourrais retrouver mes éléments avec des ID ou des classes CSS, etc. Ça marche, mais le problème c'est que derrière on doit faire pas mal de manipulations de DOM. Concrètement, c'est si j'ai un élément que je veux colorier dans mon code JavaScript, je dois faire un get élément by tag name, etc. Et en jQuery, je ne le ferai pas parce qu'il me raccourcit la fonction, mais in fine, c'est ce qui sera fait. Et donc, avec Angular, on verra que en fait, le fait d'étendre le HTML, ça consiste simplement en fait à rajouter quand même un peu de JavaScript dans le HTML. C'est d'une façon ou d'une autre, ça revient à mettre du code de JavaScript dans le HTML. Cependant, ça ne sera pas la même façon telle que ça se passait au début. Il ne s'agit pas de faire de gros blocs d'algorithmes dans nos vues, mais juste de rajouter des indicateurs, ce que nous allons voir par la suite. Donc, pour une première application Angular, on va prendre un truc super compliqué. Ça sera une calculatrice qui, quand on lui passe un chiffre, va le multiplier par 1,2. Donc, le résultat que je veux, c'est ça. Je saisis 1000 et il me met 1200. Donc, pour faire ça, évidemment, j'ai tout mis pour les besoins de l'exemple, pour ne pas avoir deux slides, j'ai tout mis ensemble. Mais vu ce que je disais avant et ce que nous faisons aujourd'hui en entreprise, on n'a pas le code qui est mélangé de cette façon. On va avoir un fichier à part où on aura nos JavaScript, notamment toute la partie qui est dans le head là, et englobant les value script. Et ensuite, on aurait eu un fichier à part pour que le HTML.
Cela dit, la chose la plus importante quand on va faire du Angular, c'est que déjà nous avons besoin d'avoir le framework Angular. Donc il nous faut à un moment donné l'importer dans notre code. Et d'où la première ligne, l'import. Ensuite, je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai pu oublier, Angular c'est un framework MVC. MVC, ça signifie simplement qu'on va diviser notre code en 3 parties, qu'on aura une vue, qu'on aura un contrôleur et qu'on aura un modèle. Le modèle étant les objets que nous allons manipuler. En pratique, dans Angular, quand on parlera de modèle, ça signifiera simplement des objets qui sont créés au niveau du contrôleur. Il y a plusieurs choses intéressantes dans la partie script qu'on voit au-dessus. C'est que déjà, je commence par faire un Angular.module. Angular, c'est l'objet qui représente le framework. Et partout dans Angular, comme je disais précédemment, on voit des factories. Quand je fais Angular.module, c'est que je demande à créer, à avoir une instance d'un module Angular. Et pour ça, je lui passe 2 paramètres. Je lui passe une chaîne de caractères qui représente le nom de ce module. Dans mon cas, je l'appelle SWAT app. Et ensuite, je lui passe un tableau qui correspond à une liste de dépendances. Ces listes de dépendances, on la passe sous forme de juste les noms des dépendances en question. Et en fait, Angular se chargera en fonction du nom de voir comment il va instancier les objets. Pour ce cas simple, je n'ai pas mis de dépendance pour le module SWAT app. Donc ensuite, je vais chercher à créer un contrôleur. Une fois que j'ai mon module, par rapport à ce module, je vais vouloir créer le contrôleur et je vais utiliser la factory contrôleur. La différence, c'est que la factory module était propre à l'objet Angular. Maintenant, une fois qu'on a un module, à partir de ce module, on peut créer des contrôleurs. Et pour le contrôleur, pareil, je lui passe d'abord le nom SWAT contrôleur et ensuite, je lui passe une liste de dépendances entre crochets. Ça peut être perturbant la manière dont les variables sont placées, mais quand vous regardez les deux lignes, c'est quasiment identique. Il y a toujours une chaîne de caractères pour le nom et ensuite un crochet. Et dans le deuxième cas, j'ai un objet scope qui représente, on ne va pas trop en parler pour le moment, mais disons que c'est un objet que le framework va se charger d'instancier pour moi. Et ensuite, je lui passe une fonction qui est supposée être le corps de mon contrôleur, en fait. Pour revenir à l'objet scope, j'ai dit que dans le modèle, en fait, c'était les objets qui sont créés dans le contrôleur. Chaque contrôleur Angular a rattaché à lui un scope. On verra plus tard qu'en fait, le scope, ce n'est rien d'autre qu'un objet JavaScript. Cet objet, c'est l'objet dans lequel nous allons créer. Pour faire simple, c'est un contexte où on va créer nos variables par rapport à ce contrôleur. Par la suite, dans les vues, quand je passerai une variable, Angular va l'évaluer par rapport au contexte courant. Donc si je suis dans un contrôleur, il saura comment faire. Dans mon cas, j'ai juste besoin d'avoir une variable qui correspond au montant hors taxe que j'initialise à 0. La deuxième variable, je ne suis pas repassé sur le schéma, mais en fait, elle ne nous servira pas. Ok. Ensuite, j'ai la partie HTML. Dans ce bloc HTML, la chose qu'il faut noter, c'est que j'ai un nouvel attribut, ng-app. Cet attribut a pour valeur le nom du module qu'on a créé précédemment. Il faut bien noter que si le code avait été fait dans la vraie vie, on aura un bootstrap, enfin un fichier init ou je ne sais pas quoi, qui va nous permettre de créer une fois pour toutes le module SWAT-app. Et par la suite, tout ce qu'on va faire, ça sera de rappeler ce module. Ensuite, une fois qu'on a ce module dans ng-app, je fais référence à ce module. Ça veut dire que tout mon code qui est lié à ce module sera chargé pour ce contexte. Les autres attributs qu'on voit, ng-controller, ng-model, sont des attributs que Angular rajoute au DOM. C'est sa façon d'étendre le HTML. Concrètement, si on reprend le modèle MVC, le bloc qu'on a en bas, la partie HTML correspond à ma vue. La partie qui est contenue dans les balises script correspond
à mon contrôleur. Dès lors que je fais Angular, soit app.contrôleur, j'instancie un contrôleur. Donc tout ce bloc représente mon contrôleur. Et les variables dans $.scope représentent mon modèle. Ça peut être perturbant quand je fais $.scope.montant quelque chose. En fait, on est dans JavaScript, donc on manipule du JSON. Et donc, on a une arborescence. Quand j'ai un objet, je peux retrouver ces petits. Je voudrais bien qu'on fasse un point par rapport à ce que j'ai dit sur cette partie. Il y a un dernier truc que j'ai oublié par contre, désolé. On a, dans le span qui est en bas, on a du code qui est entre deux doubles accolades. Ça représente l'interpolation, ce dont je parlais tout à l'heure, le templating. En gros, c'est une expression qui sera évaluée par Angular pour l'afficher. Pour ceux qui font du Java, c'est un peu comme quand vous faites un bout de scriptlet et que vous affichez un truc. Et donc, c'est pas vraiment du JavaScript, c'est pas l'évaluation telle que le fait JavaScript de base. Quand JavaScript évalue une expression, si ça n'existe pas, on risque d'avoir un truc du genre undefined comme résultat. Dans le cas de Angular, on n'aura pas un undefined, mais comme il s'agit d'afficher du test, s'il n'arrive pas à l'évaluer, il ne nous mettra rien, on aura du vide. Donc, trois choses. On a la double accolade pour afficher du test, pour l'interpolation. On a le contrôleur que nous avons défini plus haut. Et enfin, on a le ngApp qui nous permet de définir à Angular par où il doit commencer à scruter le code. En gros, tout ce qui est hors de la balise body ne sera pas traité par Angular. Il va commencer à regarder le code HTML à partir de body parce que c'est sur cette balise qu'il y a l'élément et l'attribut ngApp. Et il regardera il descendra les couches jusqu'en bas. Une question? Oui. Non, en fait, dans une appli, vous auriez un seul ngApp. Cependant, on peut avoir plusieurs modules, c'est d'ailleurs recommandé dans une même application. Mais le ngApp est vraiment propre pour une appli, vous avez un seul ngApp. Pourquoi? J'ai dit que le Angular allait se charger de scruter le DOM par rapport aux nouveaux éléments qu'il a introduits. Et donc, ce qui va se passer, en fait, le ngApp, c'est juste un indicateur pour lui dire à partir d'où tu regardes. Il n'y a donc pas besoin d'en avoir plusieurs, puisque une fois qu'il est identifié par où il commençait à regarder mon HTML, il n'a pas besoin qu'on le lui répète une seconde fois. Je n'ai pas testé ce qui se passait si on en mettait deux, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt. Et il faut en mettre qu'un. Parce que dans le sens où tu as évoqué qu'on pouvait définir des modules, ouais. On pourrait avoir plusieurs modules qui seraient appelés... En fait, le module, c'est une manière de regrouper le code. Il s'agit juste de ne pas avoir... Il faut revenir à quelque chose d'important. En JavaScript, quand vous créez une variable par défaut, si je crée une variable Toto et que je fais Toto égale quelque chose, ça va aller directement dans l'espace global. On n'a pas la même notion de variable locale telle qu'on peut l'avoir en Java ou un truc comme ça. Si vous créez sans préciser, ça ira dans l'espace global. Il y a des façons de faire pour que ça ne le fasse pas, mais il faut rester dans cet esprit. Et quand vous êtes dans cet esprit en JavaScript, on va toujours chercher à englober les objets que nous allons créer dans une fonction anonyme ou quelque chose comme ça, pour être sûr qu'elles ne vont pas polluer l'espace global, pour ne pas avoir de collusion de noms. Typiquement, si j'ai ma variable A1 et que je prends une librairie Angular ou autre chose qui déclare également une variable A1 et qu'on les a tous deux mal déclarés, on ne saura jamais laquelle est utilisée. Donc, dans cette optique, le fait d'avoir un objet scope va me permettre d'être sûr que mes variables sont dans un cadre précis. Le fait d'avoir un module va également permettre de délimiter il faut voir les scopes comme une hiérarchie. Par rapport à mon module, j'aurai un niveau de scope et quand je vais avoir des contrôleurs, etc., j'aurai une hiérarchie.
Et même si j'ai plusieurs modules, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment pouvoir organiser le code, pouvoir diviser, ne pas tout mettre ensemble. Typiquement, si j'ai dans mon appli, par exemple, tous mes contrôleurs, je pourrais les mettre dans un module où en fait, je peux faire une division selon l'organisation que je souhaite faire. Peut-être que j'ai tout un module paiement et que je souhaite le regrouper quelque part. Je peux faire un module. Donc, il faut voir le module pas comme un package, mais oui, c'est une manière d'organiser le code, voilà. Et par contre, le NGAPP, ça permet vraiment de dire au framework, parce que concrètement, là, on a de nouvelles balises qui ont été introduites. On a NGApp, on a NGController. Le navigateur ne sait pas interpréter ces balises-là. Donc, là, il faut que le framework passe là-dessus et les interprète. Pour pas qu'il passe son temps à évaluer tout le code alors qu'en fait, on a rajouté qu'un petit truc. Tantôt, je disais qu'on pouvait rajouter du Angular sur une appli existante. Donc, c'est vraiment pour délimiter l'endroit par lequel il va commencer. Par contre, en faisant ça, je lui donne un module. Si mon module a besoin d'autres modules, dans le crochet, j'aurais dû les déclarer. Et dans le cas où tu dis où on aurait eu 50 modules dans l'appli, il aurait suffi de déclarer pour soit app de quel module il a besoin pour fonctionner. Peut-être sur les 50 modules qu'on a, dit que déclarer les 3 modules dont notre module à nous a besoin. On déclare ses dépendances. Je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, il n'y a pas d'intérêt à mettre 2 fois NGApp dans la même appli. Je n'ai pas testé ce qui se passe si on le fait. On est dans un single page, donc ça revient au même. Oui, mais tu peux avoir plusieurs pages, mais il y a une seule page qui est chargée au départ. En fait, la page qui m'intéresse, c'est la page qui est chargée la première fois. Le reste, ça n'a pas d'importance. Mais je n'ai pas creusé le fait d'en faire plusieurs. Je saurais dire quelle erreur se produit exactement, ou peut-être, je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Ouais. Oui, mais à un moment donné, la personne arrive, c'est une première page. Il arrive, il y a forcément un point d'entrée. Et en fait, c'est ce point d'entrée qui nous intéresse. Voilà, je sais pas. Autre chose? Ok. Du coup, juste pour dire, dans une appli, on doit avoir une balise NGApp à un moment donné qui fait référence à notre module. Et une appli Angular, c'est au moins un module. Donc à minima, on a un module et sur NGApp fait référence à ça. Il faut savoir que la balise sur laquelle on va placer sur NGApp va délimiter la partie qu'Angular va scruter. Et si on a une appli full Angular, on aura intérêt à mettre ça sur l'élément HTML par exemple, ou le body. Et il ne faut pas oublier d'importer le framework. De toute façon, si on ne le fait pas, rien ne se passera. Et enfin, on a besoin d'un contrôleur pour à un moment donné dialoguer avec notre vue. Donc, à minima, voilà ce qu'on peut avoir. Les autres attributs, NG modèle et autres, on pourra y revenir. C'était juste pour montrer à quoi ressemble une page Angular. Et donc, on va parler de l'extension du HTML. Concrètement, il s'agit de rajouter de nouvelles balises. HTML, c'est des balises. Donc, quand je parle d'extension de HTML, c'est parce que quand on fait du Angular, on a tendance, comme on l'a vu tout à l'heure, à utiliser de nouveaux attributs, de nouveaux éléments. Et donc, une directive, c'est un flag.
J'entends par flag juste un indicateur. C'est un peu comme quand on met un todo dans nos codes. Et donc c'est un flag, ce flag il est placé dans la vue. Puisque tout part, on a vu tout à l'heure, j'ai une page HTML, mon index.html ou équivalent. Et cette première page va être scrutée par Angular. Donc il va passer, il va regarder partout où je lui ai mis des marqueurs. Et donc la directive, c'est simplement ce marqueur. Ce marqueur peut être de plusieurs types. Le premier, c'est qu'on peut avoir une directive de type élément, ou bien un commentaire, ou bien un attribut. Dans les cas qu'on a vus précédemment, c'était toujours des attributs. Le ngapp, typiquement, c'est une directive. Et tout comme, plus loin, le ngModel, c'est une directive. Et donc, comme je le disais tout à l'heure aussi, les navigateurs ne peuvent pas reconnaître ces attributs. Pour qu'Angular arrive à le faire, Angular ne peut pas deviner qu'on va rajouter un attribut Toto à notre appli. Donc, il faudrait qu'on puisse indiquer à Angular quel est le traitement qu'il doit faire lorsqu'il rencontre un de ces flags. Ce qui signifie qu'une directive, c'est deux choses. C'est certes le flag qu'on va placer dans la vue, et comme on l'a vu tout à l'heure, le ngModel ou le ngapp, mais c'est également derrière un script qui va indiquer le traitement que Angular devra effectuer pour traiter, enfin, ce qu'il devra faire lorsqu'il va rencontrer cette directive. Ça me permet de montrer un schéma qui explique mieux ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que dans une page classique, quand on regarde la partie de gauche, on reçoit un bloc HTML du serveur et on l'affiche dans une appli classique sans JavaScript, rien du tout. Et dans le cas de Angular, c'est qu'il y aura une partie intermédiaire où, une fois que le serveur a envoyé la vue, on ne va pas l'afficher immédiatement. Angular va prendre le relais et va parcourir et va rechercher d'abord un élément ngapp. S'il ne le trouve pas, rien ne se passera. S'il le trouve, à partir de cet endroit-là, il va délimiter le bloc qu'il doit scruter. Et dans ce bloc-là, il va faire deux choses. Il va premièrement remplacer tout dans les directives. Supposons qu'on a une directive qui est supposée être remplacée par autre chose. Il va faire ces manipulations de DOM là, remplacer typiquement, peut-être qu'on a mis une directive qui, quand il le rencontre, doit mettre la page en rouge, je ne sais pas, doit faire quelque chose. Il va faire ces opérations statiques, entre guillemets. D'abord, tout ce qui change l'arbre du DOM. J'entends par là, imaginons qu'on a une directive qui rajoute un nouvel élément ou qui supprime des éléments qui existent. Donc, si l'arbre change, il va le faire à ce moment-là. Ensuite, il va créer le role scope. Le role scope, c'est le contexte global, de plus haut niveau. De façon pratique, comme je disais, c'est un scope, donc c'est simplement un objet JavaScript, mais qui va contenir les autres scopes. Quand on aura un contrôleur qui aura dans son scope, il sera inclus dans ce scope-là. Cette partie est intéressante parce que, en fait, pour l'évaluation des expressions, comme je disais, Angular va remonter du scope le plus bas vers le plus haut. Juste pour faire... Quand je reviens à mon code ici, j'ai le montant hors tasse qui est entre double accolade. Il va vouloir l'évaluer et là, il va rechercher un scope à partir de ce niveau. On remonte sur la partie de la première div. Il n'y a pas de scope et juste le premier scope qu'on voit, c'est celui qui est rattaché au contrôleur, soit contrôleur. Et donc à ce moment-là, on va vérifier si cette expression est évaluable. Et donc après la compilation, il va renvoyer une vue qui sera sans doute pas la même que celle qu'il avait reçue. Et c'est ça que le navigateur affiche. Donc on a un cycle de vie qui est quelque peu différent. Ce qui peut faire qu'au premier chargement, on aura peut-être une latence. Pour pas que ce soit abstrait, on va prendre un cas simple. Imaginons qu'on ait un bouton de commande qui lorsqu'on clique, doit demander une confirmation. Dans l'idéal, je voudrais que
qu'au moment où je fais ma vue, je puisse indiquer le message qui est supposé être envoyé et que je puisse également préciser l'action qui sera effectuée lorsque la personne dira OK. Donc, pour cette directive, il me faut que j'ai la vue, c'est la représentation que je suis supposé avoir dans ma page HTML. Ensuite, je devrais avoir un script, un bout de code JavaScript qui m'indique le traitement à effectuer. Ce que nous allons voir par la suite. J'ai repris mon exemple de tout à l'heure et dans ce bout de code, je rajoute une directive. Tout à l'heure, nous avons vu comment créer le module et le contrôleur. Le principe est toujours le même. Pour créer notre directive, on va d'abord spécifier un nom. Pour le coup, j'appelle ça soit confirmation bouton, qui sera le nom de ma directive. Le camel case est important parce qu'il permet à Angular de déduire que le tiret qui sépare les différentes parties du nom de la directive, il va les remplacer par des majuscules tout seul. Puisqu'en HTML, on ne va pas s'amuser à commencer à mettre du camel case dans le nom des éléments. Et donc, pour ma directive, ce que je veux, c'est que je puisse avoir un élément HTML qui va être changé en quelque chose. Donc, je veux une directive de type élément. Pour préciser que c'est de type élément, je vais modifier le paramètre restrict en précisant E. Si c'était de type attribut, j'aurais mis A. Si je voulais qu'il soit à la fois de type attribut et élément, j'aurais mis EA, etc., etc. Je ne connais pas les raccourcis pour les commentaires et les classes CSS, mais c'est dans le même ordre d'idée. Et ensuite, je précise quel est le code HTML, le template HTML par lequel doit être remplacée la directive. La façon dont je l'ai fait là, pour les besoins de l'exemple, c'est pas ce qu'il faut faire dans la pratique. Parce que du coup, je me retrouve à mélanger mon code HTML avec le JavaScript. Dans l'idéal, on devrait avoir un petit fichier HTML qui correspond au template. Et en fait, on a un deuxième paramètre quand on veut construire une directive qui nous permet de préciser l'URL du template qui va correspondre à un file, à un chemin de fichier dans mon application. Donc, pour le coup, quand on regarde le template que j'ai mis, tout ce que je fais, je remplace ça par un élément HTML, bouton, et avec un message. La fonction link me permet de dire, tout à l'heure, quand on était dans le cycle de vie, on a vu que quand il parcourt, quand il identifie les directives et tout, il va en fait créer je ne suis pas sûr de l'avoir dit, j'ai dû rater. Il va créer une fonction de linkage. Concrètement, il va voir là, il va voir un Gmodel. Donc, il va rattacher à l'élément input une fonction qui va lui permettre par la suite, si quelque chose se passe, de pouvoir réagir en fonction de ce que la directive a précisé. Donc on est là. La fonction de link, le link que je mets là, en fait, c'est qu'est-ce qui se passera, et comment il va gérer dynamiquement ma directive. Donc dans un premier temps, il va remplacer. C'est ça que le template précise. Et dans un deuxième temps, il va faire une action dynamique. Pour le coup, tout ce que je fais, c'est de dire, d'envoyer un message et quand la personne fait OK, je renvoie une alerte. Il n'y a rien de particulier. Oui. Oui. Parce que au niveau de la vue, j'avais rajouté une action. J'avais rajouté un paramètre action qui me permet de préciser la méthode qui doit être invoquée. Si je ne fais pas ça, ça veut dire que j'ai un code qui ne peut pas être réutilisé. C'est que je vais avoir, chaque fois que je veux faire un bouton OK, je devrais refaire une nouvelle directive. Pour qu'elle soit vraiment factorisable, je précise une action en attribut. Et cette action-là, pour qu'Angular la comprenne, je la mets dans le scope de mon contrôleur. Ça veut dire que chaque fois que quelqu'un a besoin d'utiliser cette directive dans son contrôleur, il définit les actions qu'il estime nécessaires et il précise ça en paramètre de la directive. Autre chose? Des questions? Un truc pas clair?
On a vu les directives, finalement, on peut retenir, ça nous permet de factoriser du code au-delà des caractéristiques propres Angular. Je vois que je peux faire un code qui est réutilisable facilement. Ça me permet de ne pas avoir à manipuler le DOM. Parce que quand on regarde dans tout ce code, à aucun endroit j'ai fait un dollar quelque chose ou un get élément by tagdim. Parlant de dollar, ça me fait penser, si vous voyez dollar dans le code, c'est pas le dollar de jQuery, mais c'est simplement une manière de nommer les objets en Angular. Je vais y revenir, mais puisque j'en parle, je le dis maintenant, c'est juste que Angular cherche à distinguer ses propres services de ceux que nous aurions à créer. Et donc, toutes les fois qu'il y a quelque chose de natif, il est précédé de $. Ça nous permet de distinguer visuellement les objets Angular des nôtres. Et donc, comment je fais pour savoir que j'ai besoin d'une directive? Si je fais un traitement tel que j'ai besoin de manipuler le DOM, c'est que j'ai intérêt à avoir une directive. En Angular, on ne devrait jamais avoir à utiliser le cœur de jQuery, c'est la manipulation du DOM directement. Je veux dire, on ne devrait jamais avoir à faire de get élément by tagnet. Et ensuite, si j'ai un bout de code qui se répète, j'ai intérêt à faire une directive parce que c'est la façon la plus simple de factoriser le code HTML JavaScript. Yeah. Ouais. Ouais. Ça devrait, oui et non. Juste, peut-être que dans mon appli, j'ai un truc qui se répète. Donc ça peut être typique. Je donne un cas concret, il y a une directive ngGrid qui te permet de faire des data grids. Dans mon appli, on avait des besoins spécifiques. Donc on a fait une directive, mais finalement elle n'est pas si décorrélée elle est propre à mon besoin. Après, si il arrive quelqu'un qui a exactement les mêmes besoins que moi, évidemment, il réutilisera. Donc, enfin, au sens large, pour moi, c'est de la réutilisation c'est pouvoir factoriser du code. Après que cette factorisation serve uniquement dans mon application ou ailleurs, ça va dépendre du contexte. Je ne sais pas si j'ai répondu. Une autre remarque ou je sais pas. Ok. Souvent, quand j'ai commencé à faire du Angular, on m'a dit de regarder les directives à la fin parce que c'était la partie la plus compliquée. Et en fait, je pense qu'il faut commencer par là parce qu'une fois qu'on a compris les directives, tout ce qu'on a vu précédemment, ngApp et tout ça, ça devient simple puisque c'est juste des flags. Et ne pas comprendre les directives, ça veut dire qu'on aura peur de les écrire. Et donc, on sera souvent tenté de bypasser le framework et de ne pas l'utiliser comme il faut. Ensuite, nous allons voir les vues, les scopes et le data mining. On a déjà parlé un peu de tout ça tout à l'heure. Comme je disais, le scope, c'est un contexte d'évaluation. Quand je parlais, j'ai plutôt insisté sur le contrôleur et le role scope, en disant que finalement, comme s'il y avait que eux qui pouvaient avoir des scopes. En vérité, les directives peuvent aussi avoir des scopes. Il y a, je ne sais pas tout de mémoire, mais il y a certaines directives c'est pas toutes les directives, certaines peuvent avoir un scope. Et il faut juste garder en tête qu'on a une hiérarchie et qu'au sommet de cette hiérarchie, on a le scope principal et que derrière, pour chaque contrôleur, etc., les autres scopes sont inclus dans ce scope principal. Et que l'évaluation se fera toujours de bas en haut en partant du scope de plus bas niveau vers le scope le plus élevé. Il faut rattacher aussi les scopes au DOM. C'est-à-dire que dans mon HTML, j'ai déclaré un ngApp qui était rattaché à un body. Et ensuite, j'ai déclaré un contrôleur attaché à un div. Dès que je déclare le contrôleur attaché à la div, ça veut dire que le scope de tout ce qu'on écrira à l'intérieur de la div pourra être recherché dans ce scope-là. Donc il faut avoir une idée, une vision arborescente de la chose. Pour finir avec les scopes,
il y a une fonction intéressante qui est la fonction watch des scopes. Ça nous permet en fait d'observer une variable donnée, une partie du modèle, et de pouvoir effectuer une action lorsque cette variable change, lorsque cet élément du modèle change. Ça peut être intéressant typiquement dans ce qu'on a vu tout à l'heure, le calcul par exemple, je pouvais le faire avec cette fonction en disant mais chaque fois que l'élément du modèle est rattaché au prix hors tâche change, ben, j'exécute un calcul donné qui change une autre variable qui est bindée avec quelque chose sur la page. Est-ce qu'il y a une question, un truc pas clair? Ok. Est-ce que il existe nativement des propriétés autocalculées ou c'est la manière de faire? J'ai pas compris. J'ai pas entendu. Moi, je me réfère à Knockout.js où il existe des propriétés autocalculées. Et là, est-ce que c'est la manière de faire ou est-ce que... Je connais pas ce framework, mais qu'est-ce que tu entends par autocalculer? Bah là, par exemple, pour avoir le montant TTC, il suffirait de créer la propriété autocalculée. Chaque fois que le montant acheté change, il met à jour le montant TTC. Concrètement, si je fais là dans mon if, au lieu du console.log, si je mettais, à jour une autre propriété pour actualiser une variable, pour bien le voir, si on revient à c'était là, je crois, non, désolé, je reviens en arrière. Là, quand on prend le span qui est en bas avec le montant TTC, si je me contente au lieu de faire l'opération sur la vue, si je mettais simplement une variable qui représente le montant TTC et que dans la fonction watch, je faisais le calcul et modifiais cette variable, ça serait actualisé sur la page. Je ne sais pas si c'est ce que tu appelles autocalculer. Oui. Ok, je suis désolé, je ne connaissais pas la terminologie. Préciser, c'est que l'expression qui est là, elle va être évaluée à chaque fois qu'un arme expression d'une taxe est mis à jour. Ouais. Et c'est ça en fait, je pense que ce qu'il a voulu expliquer. Par exemple, ce que tu as mis là-dedans, ça permet de déclarer le fait que ce truc-là va être auto-calculé. Donc à chaque fois que tu vas mettre à jour, à chaque fois que tu vas modifier l'input ngModel, ça va automatiquement modifier cette expression-là, quoi. Effectivement, en fait, j'ai péché par économie. Je voulais, dans un slide après, on parle du double binding et donc je voulais revenir sur le fait que le ngModel était dans les deux sens par rapport au fait que l'interpolation se contentait de renvoyer des trucs du serveur vers la page. Merci. Autre chose? Ok. Donc, je vais aller vite. Pardon, je me suis perdu. Ok. Donc, pour reprendre ce qu'il a dit, c'est dans ma vue, j'ai des variables et le binding est fait automatiquement par le framework. Je n'ai pas à aller moi-même actualiser la vue. Dès lors que j'ai lié un élément de ma vue à une variable côté contrôleur, si cette variable de contrôleur change, Angular se charge d'actualiser l'ensemble dans l'esprit Ajax. Sauf que ce n'est pas à moi d'effectuer la requête Ajax. Tu dis? Ouais, voilà. On ne va pas trop parler de Silverlight. Je déconne, pardon. Donc, finalement, dans une vue Angular, qu'est-ce que je vais avoir? On l'a vu tout à l'heure. Je vais avoir du code HTML classique. Je vais avoir des directives qui seront des flags pour Angular. Je vais avoir également des expressions. Dans la première page, on a vu que j'ai fait une multiplication dans la page elle-même. Donc, une expression Angular, c'est simplement un bout de code JavaScript qui sera évalué. Même si, comme je l'ai dit, l'évaluation n'est pas faite de la même manière que l'évaluation classique en JavaScript.
Et ce code doit être dans les doubles accolades. J'ai oublié de le marquer, mais normalement, il est possible de changer la valeur de ces doubles accolades. Dire que, par exemple, on voudrait que, dans nos templates, au lieu d'utiliser le double accolade, que ce soit des doubles crochets ou des doubles dièses, je ne sais pas quoi, c'est possible de. Il y a un paramètre à changer dans la config de framework. Si vraiment quelqu'un sent ça. Quoi? Non, pas exactement. Je dirais pourquoi juste après. Et ensuite, on a des filtres. J'ai pas montré d'exemple de filtre, mais il faut savoir qu'en fait, un filtre, c'est simplement une méthode qui va recevoir un objet et qui va le transformer en un autre. Ça paraît inutile dit comme ça, mais en fait, dans nos pages web, on va souvent avoir besoin de. Typiquement, on a une liste d'énum et qu'on veut mettre dans une zone de liste. On ne veut pas garder tout, on veut juste peut-être garder les ID ou juste les libellés. Et donc, on va avoir besoin de transformer la liste reçue en entrée, peut-être une liste d'objets JSON, les transformer en une liste de string, par exemple, ou en un tableau avec 2 éléments, alors qu'au départ, on avait des objets complexes, etc., etc. Donc, un filtre, c'est simplement, je reçois une valeur, un objet donné, je le transforme en un autre qui me convienne. C'est super. Là, il y a un oubli. Je ne me suis pas bien relu. Mais on peut prendre un exemple. L'exemple du feed currency. Quand j'ai un montant donné et j'ai besoin de rajouter à chaque fois que j'ai un montant le symbole dollar. Et donc, je vais avoir un filtre qui va recevoir une valeur numérique et qui va renvoyer en retour la même valeur concaténée, c'est pas un caractère, mais concaténée avec l'attribut représentant le symbole monétaire qui lui aura été fourni. Et ça peut être de reformater le nombre et d'avoir des chiffres après la virgule, etc. etc. Et donc pourquoi je disais que le NG modèle et l'interpolation avec la double accolade qui avait une différence, c'est en fait la double accolade telle qu'on l'a vue, c'est dans l'esprit de ce qu'on a lorsqu'on envoie des données depuis le serveur, que ce soit en Java ou en PHP ou autre chose. Ce n'est pas des données modifiables. Je ne vais pas le mettre sur un input test. Je vais le mettre sur un label, un span, etc. Du coup, on est plutôt dans un sens unique et pas dans le double. Même si, grâce au framework, il sera actualisé tout seul. Mais il n'y a jamais un moment où il sera actualisé de l'écran vers le back-end. Donc, le one-way, c'est ce que je viens de dire. On est en Java, on servlet sans JavaScript. On demande une page, le serveur nous renvoie les données, donc on est dans un binding à sens unique. Le double sens, c'est ce qu'on a quand on fait de l'AJAX, on va modifier les données, on va rappeler le serveur, etc. On va avoir du double sens. Et Angular nous permet de faire le double sens tout seul, avec NGModel en l'occurrence. Typiquement, tout à l'heure, pas revenir en arrière, mais si sur un input test, je mets un gmodel égale une variable du contrôleur, ça signifie que si à un moment donné, le contrôleur change cette variable, la valeur dans mon champ de saisie est changée. De même, si je change à mon niveau, c'est changé de l'autre côté. De base, pour faire ça en jQuery, on est obligé de faire une manipulation du DOM. Et donc là, on le fait sans code. Ce qui fait que, je crois, les créateurs d'Angular, ils racontent qu'au début, ils ont fait le framework, ils ont réduit énormément la taille de l'application sur laquelle ils ont bossé. L'application qui a été à la base de Angular. Est-ce qu'il y a une remarque, un truc par rapport à cette partie? Donc, c'est quoi la structure d'une application Angular? En fait, Angular, c'est pas juste une lib qu'on va déposer dans notre appli et travailler dans notre coin. Il va chercher tant que possible à structurer notre code. Donc, quand je parle de structure de l'application, c'est plutôt de la façon dont on devrait organiser. Même si techniquement, il est possible d'avoir un contrôleur unique, et de tout mettre dedans. Tout comme tout à l'heure, on a bien vu, j'ai tout mis sur la page, j'ai pas créé de fichier externe pour créer mes contrôleurs. Et dans l'idéal, et tant que possible, on devrait avoir des fichiers qui représentent un fichier par directive qui représente la source de cette directive.
on devrait avoir des services qui vont représenter. Les services, c'est un truc dont je n'ai pas parlé jusque-là, mais c'est juste une manière de subdiviser le code. L'idée, c'est de garder les contrôleurs pour vraiment tout ce qui est interaction avec l'IHM. Concrètement, je clique sur un bouton, je veux afficher quelque chose, je définis mon modèle dans mon contrôleur, mais je ne fais pas de l'algorithmique compliqué dans mon contrôleur. Je ne vais pas chercher à effectuer une duplication de code. Si j'ai un bout de code métier qui se répète dans plusieurs contrôleurs, je ne vais pas le dupliquer entre les contrôleurs. Je vais chercher à le mettre dans un service qui pourra lui être appelé par mes contrôleurs. Donc, les services, pourquoi? Déjà pour mutualiser le code entre plusieurs contrôleurs, pour pouvoir séparer tout ce qui est, pour séparer le code qui concerne l'interaction du reste du code. Pourquoi il faut toujours séparer dans Angular? On verra un peu plus loin qu'on a envie de tester au maximum. Parce que JavaScript a souffert longtemps d'une mauvaise image par rapport au test. Donc, dans Angular, on essaye de faciliter le test. Pour que ce test soit facile, il faut que le code soit fragmenté. Il ne faut pas qu'on ait tout au même endroit, sinon on ne peut pas faire test unitaire. Et dernière chose sur les services, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le $. Toutes les fois où vous verrez dans le code quelque part un $, c'est en fait un service natif Angular. Typiquement, tout à l'heure, je parlais du root scope en disant que c'est le scope principal. Dans la pratique, on ne va pas manipuler l'objet scope lui-même, on va manipuler un service qui nous permet de manipuler cette variable. On ne va pas toucher directement la variable. Et si vous faites vos propres services, il faut garder le même esprit. C'est-à-dire que si j'ai une variable qui devrait être partagée entre plusieurs contrôleurs, je devrais avoir un service au milieu qui permet de le partager via une forme de getter, setter. Ensuite, j'ai parlé du contrôleur et des filtres qui sont un cas particulier dans les web apps. Une remarque? Ok. Au tout début, je disais que quand j'ai un framework web, j'attends de lui qu'il puisse m'aider à router mes requêtes, etc. Et le cas d'Angular, c'est encore particulier. Comme on a une application à page unique et que l'URL, ce n'est pas juste une problématique technique, c'est un moyen de dialoguer avec l'utilisateur. C'est un moyen pour lui de faire des bookmarks, etc. Et donc, c'est important qu'il y ait quand même une URL. Donc, on va simuler en fait le fait qu'il y ait d'URL, même si la page ne change pas. Et donc, ça, c'est fait à partir d'un service Angular qui s'appelle Route Provider, qui va nous permettre de définir pour une requête reçue quel devrait être le template associé et l'opération effectuée. Typiquement là, j'ai une requête, on a une route possible et je précise le fichier HTML à appeler. Le paramètre contrôleur as me permet au niveau de mon contrôleur, plutôt que de pouvoir préciser au niveau de ma vue, de pouvoir faire main contrôleur point le nom de ma variable que je manipule. Ok. On fait du Angular, mais il faut quand même parler au backend. Donc, typiquement, je vais vouloir appeler un web service pour récupérer mes données. Ou appeler derrière pour pouvoir mettre à jour, supprimer, etc. Dès lors qu'on fait du JavaScript, il va se poser une question d'asynchronisme, déjà pour des limitations propres au navigateur, etc. Et pour l'expérience utilisateur, on va chercher à gagner du temps. Et donc, on va, tant que possible, pour tout ce qui est invisible, parce que finalement, l'appel au serveur, c'est quelque chose qui n'est pas visuel pour l'utilisateur, de chercher à le faire le plus vite possible. Pour que ça parle, j'ai pris des exemples. Typiquement, on peut imaginer que si je veux faire un agrégateur de news, que je veuille appeler Twitter, appeler Facebook ou Google+, et agréger ensuite. Ce sont des services indépendants. Je n'ai pas intérêt à le faire de façon séquentielle. J'ai intérêt à appeler les trois et après à agréger. Et un autre cas qui est plus courant dans ce qu'on fait, imaginons qu'on ait nos données qui soient stockées dans SAP ou dans un autre système et que comme SAP est compliqué,
qu'à un moment donné, le marketing décide de faire une petite base de données à côté pour gérer quelques points bonus, des choses comme ça. Et par contre, sur la page d'admin, quand on affiche un client, on voudrait avoir toutes les infos, aussi bien les points bonus que les infos classiques gérées dans SAP. Donc, il faut faire l'appel à SAP et récupérer les points. Mais c'est deux systèmes totalement indépendants. Donc, pour ce cas, par exemple, on va chercher à paralléliser. Je n'aurais pas dû employer paralyser, c'est pas tellement le fait de les faire en parallèle, c'est le fait que quand on va appeler SAP, on ne sait pas quand il va répondre, et quand on va appeler le service qui va interroger ma base de données, je ne sais pas quand il répondra aussi. En JavaScript, la façon de le faire, c'est pas en JavaScript, c'est globalement dans tous les langages, on utilise des callbacks. Un callback, grosso modo, c'est une fonction que je vais passer à mon traitement pour lui dire, mais quand tu auras fini, exécute ça. Si vous avez en tête le code avec beaucoup de if imbriqués, quand on a une suite d'appels asynchrones, on arrive à quelque chose dans ce genre. Parce qu'au final, je lui passe un callback et que si ce callback échoue, je lui passe un deuxième, etc. en chaîne. Et c'est pas lisible, c'est pas facile à maintenir. Donc pour ça, et pour résoudre de façon générale tout ce qui concerne la synchronise, il y a eu une spécification qui a été faite qui s'appelle les promesses. Je le dis en français parce que mon anglais n'est pas terrible. Mais globalement, c'est quelque chose qui a été fait par un groupe qui s'appelle CommonJS et qui a réfléchi. C'est pas la JCP, mais c'est dans le même esprit. Ils réfléchissent sur comment organiser le code JavaScript et partager de bonnes pratiques. Et donc, ils ont décrit ce que devait être une promesse. On ne va pas vraiment aller en détail, mais je voulais juste qu'après la soirée, qu'on l'ait en tête pour que par la suite, si on veut faire un appel asynchrone, qu'on pense à le faire de cette manière. Une promesse, c'est le résultat d'une fonction qui s'exécute de manière asynchrone. Et ce résultat a plusieurs états. De mémoire, un des états, c'est je n'ai pas encore commencé, je suis en cours, ou bien j'ai réussi ou échoué. Par exemple. Il y a 3 états, je ne me rappelle pas les noms de tête. Et quand le fait d'avoir une promesse va me permettre de dire, je vais lire dans SAP. En retour, j'ai une promesse. Et quand cette promesse sera résolue, j'entends par résolue quand ça a marché ou échoué. Et je ferai quelque chose. Donc, pour faire un exemple trivial, imaginons que j'ai une URL. J'ai une fonction qui représente mon callback, que j'appelle afterall quand j'aurai fini. Et $HTTP, c'est un service propre à Angular qui nous permet de faire des appels HTTP. Donc, j'utilise $HTTP pour effectuer un get en lui passant mon URL. Par contre, je ne sais pas quand j'aurai le résultat du get. Et donc, je lui dis, quand tu auras fini, ben, exécute afterall. Et donc, ce code, quand on le lit, il est beaucoup plus lisible que si je passais un callback en chaîne. Ce qui est bien avec les promesses, c'est qu'on peut les chaîner. Typiquement, là, j'ai fait .den afterall, je peux faire .den exécute autre chose, etc., etc. Je peux enchaîner autant que je veux et c'est plus facile à lire qu'en passant les callbacks en paramètres. Parce que quand je le fais de manière chaînée, je n'ai pas un paramètre que je passe au paramètre d'un paramètre, etc. Une remarque ok. L'ingestion de dépendance. En fait, plus loin, on avait utilisé $scope, mais on ne s'est même pas préoccupé de comment $scope est créé. Il était là, on l'utilise, et puis point barre. L'ingestion de dépendance, c'est grosso modo l'idée. J'ai besoin d'un objet, je n'ai pas réfléchi à comment je dois créer cet objet, j'ai juste à préciser de quel objet j'ai besoin et le container, le framework en l'occurrence, s'occupe de créer cet objet pour moi. Il y a une remarque importante, c'est le nom des dépendances entre côtes. En soi, si on ne met pas de côte, ça marchera également. C'est juste que si à un moment donné on mimifie le code pour réduire la taille du code JavaScript, ce qui va se passer, c'est que
les noms des paramètres seront réécrits. Et du coup, le SOAT contrôleur, il s'appellera plus SOAT contrôleur. Il s'appellera A1. Or, Angular, pour retrouver les services et pouvoir nous les créer, il a besoin, il se base sur le nom. Ce qui est un peu à l'encontre des pratiques JavaScript, parce qu'en JavaScript, ce qui importe, c'est plutôt l'ordre des fonctions et pas leur nom. Si j'appelle une fonction en passant les choses avec les mauvais noms, ça marchera quand même, on s'en fout du nom. Et donc, le nom en Angular est important. Et pour être sûr que quelle que soit l'opération qui se passe sur mon code, on ne va pas perdre le nom des paramètres, je mets ces noms entre côtes. Une remarque? Non. Donc, sur ce point, en fait, pour dire les tests unitaires. Si vous regardez toute la démarche depuis le départ, on a eu des modules. Donc on a divisé notre code en de plus petits morceaux. On a fait des contrôleurs, on a fait des directives. Donc on a eu une démarche visant à avoir de petits bouts de code et pas un truc monolithique. Ça va faire qu'on va pouvoir tester unitairement. Et comme par ailleurs le framework nous injecte les dépendances, on va pouvoir moquer. Et typiquement, j'ai besoin si je reprends mon exemple de tout à l'heure, là, si j'ai besoin si ce code il était dans un contrôleur ou dans un service et que j'ai besoin de le moquer, je n'ai pas besoin que le back-end soit réellement actif et présent. Il me suffit juste de moquer l'objet $HTTP. Parce que c'est modulaire et que je n'ai pas à comprendre comment il marche, j'ai juste à dire, quand on fera $HTTP.get de telle URL, renvoie telle valeur. Et donc, je peux tester unitairement que ma petite fonctionnalité marche. On ne peut pas voir d'exemple de tests réels. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un sujet vaste et qu'on ne pourrait pas le faire dans la soirée. Ce que je voulais juste, c'est qu'on garde à l'esprit l'aspect unitaire parce qu'on a une injection de dépendance et parce qu'on a une volonté de découper le code. Et aussi, par rapport aux tests, toujours, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand on est un développeur Java en tout cas, c'est le code, notre code Angular est écrit en JavaScript. Ça signifie que pour le tester, on va avoir besoin de JavaScript. On va le tester en général hors du navigateur. Et donc pour le tester hors du navigateur, on a besoin de quelque chose qui fasse tourner le JavaScript côté serveur. Quand je dis côté serveur chaque fois, c'est plutôt sur ma machine dans ce cas. Et donc d'où Node.js. De mémoire, Node.js n'est pas le seul outil qui permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur, mais c'est un des plus populaires et c'est celui qu'on rencontrera souvent. Et une fois qu'on a Node.js pour exécuter notre code JavaScript côté serveur, on va avoir besoin d'un outil dans l'esprit JUnit qui va nous permettre d'avoir une syntaxe de texte. Typiquement, quand on fait un test JUnit, on rajoute par exemple une annotation @test, des choses comme ça pour dire que c'est un test. On va avoir besoin d'une sémantique pour dire comment on fait nos tests. Et donc, Yasmin ou QUnit et tout ça, ça va nous permettre de définir cette sémantique. On va avoir besoin d'un runner. Une fois qu'on a écrit le test, il faut une classe ou un fichier, un script qui passe sur tous les fichiers de test et qui les exécute et qui gère le résultat. Que ce soit JUnit ou autre chose, c'est ça le runner. Quand on fait du Angular, on va avoir tendance à faire du Karma parce que Karma a été fait pour Angular. Donc, d'où le plus simple que j'ai mis. Et enfin, les tests end-to-end, j'entends par là, c'est les tests que l'utilisateur réel ferait dans le navigateur. Donc, il s'agit de simuler l'action du navigateur. Pour le coup, la référence est Selenium. Même si on peut discuter là-dessus. Et si vous voulez rester dans l'esprit Selenium, il y a Protractor qui est un outil au-dessus de WebDriver. WebDriver dans Selenium, c'est l'outil qui permet de manipuler les navigateurs. Et donc Protractor va vous permettre de faire des tests à la Selenium. Voilà. On a fini. Donc les points à surveiller, c'est en particulier par rapport au binding. Je ne suis pas allé jusque-là, mais il y a un prix à payer par rapport à la magie. C'est qu'il y a une limite dans le nombre de bindings qu'on peut avoir sur une page. Si on fait un test avec un gros tableau, on aura des problèmes.
Ce qui fait que même si c'est possible, on va avoir tendance à utiliser le binding à bon escient, en particulier tout ce qui a double sens. Il y a aussi une remarque par rapport à la pérennité. Google fait plein de choses, ils font Dart, ils font GWT, et peut-être qu'il y aura plus... Vas-y. Ouais. Non, je crois pas qu'il le limite, mais j'ai pas eu à utiliser, j'ai pas eu, en pratique, j'ai fait un infini scroll. À un moment donné, j'avais jamais 2000. Et je crois qu'il n'y a pas un intérêt à avoir 2000 à un moment donné sur la page. En général, la personne aura un tableau avec 10 lignes ou 20 lignes. Et voilà. Et en fait, JavaScript est indispensable puisque le framework est en JavaScript. Du coup, ça peut poser des limites, typiquement pour les gens qui n'ont pas un navigateur JavaScript, où on peut parler d'accessibilité pour les aveugles, des choses comme ça, etc. etc. Et voilà, je dis. Ouais, effectivement. Ça s'améliore, mais il y a toujours un truc. Et voilà, et il y a, il y a les risques. Comme j'ai dit, on peut, mais c'est comme partout ailleurs, quoi. On peut tout mettre dans un contrôleur, on peut dupliquer, mais c'est comme ailleurs, on peut tout faire dans un scriptlet. Voilà. Et donc pour la doc, juste un truc. Moi j'ai utilisé IntelliJ au boulot et ça marche. Pour faire la presse, j'ai testé WebStorm du même éditeur et ça allait bon, mais je le connais moins. Du coup, mais apparemment c'est le truc, c'est celui qui supporte le mieux. Il y a aussi dans les navigateurs, de toute façon quand on fait du développement web, vous êtes obligé d'avoir la console de dev et tout au niveau des navigateurs. Il y a un plugin dans Chrome que j'ai installé il y a quelques mois mais que j'ai jamais utilisé et qui permet d'avoir les scopes. En pratique, je passe par le debugger, donc je ne l'ai pas utilisé. Je ne peux pas vraiment dire si c'est bon ou pas. Et mes collègues non plus, ils l'ont fait comme moi, on l'a installé, mais on ne l'a pas utilisé. Ou je ne sais pas. Et sur la doc, je veux juste dire un truc. Il y a le bouquin, le deuxième, il est en anglais, mais il est bon. J'ai pas un bon anglais, j'ai compris. C'est facile. Et c'est fait par les mecs qui ont fait le framework. Et ils expliquent, ils parlent des origines, ils expliquent pourquoi, etc. Et c'est plutôt bien fait. Et il y a un que j'ai lu récemment et qui est en français et qui est un truc en ligne. Ils ont fait un modèle particulier parce que vous décidez du montant auquel vous payez le bouquin. Voilà. C'est rigolo. Et c'est fait par des Français. Quoi? Et j'ai pas testé, mais c'est à voir. C'est à voir. Non, ça ne marchera pas parce qu'il y a la TVA. Je ne sais pas comment ils feront. Et ça sera zéro. Je ne sais pas comment ils feront. Je crois qu'ils ont un montant pour chaque transaction, un truc comme ça. Ils ont un truc à payer quand tu fais pas. Voilà, on a fini.